faut éviter de tomber dans le piège de faire de l'IA pour faire de l'IA. Bonjour et bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation Et numérique. voici votre chef d'antenne, Renaud. Chez OpenMind, ça fait plus de 20 ans qu'on fait des lignes de code pour des clients. On va appeler ça du développement traditionnel. Depuis peu, on peut intégrer des fonctionnalités d'IA à travers les lignes de code. Ça change nos méthodes de production, puis ça bouscule le niveau d'implication et les attentes des clients par rapport au projet. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est remettre les pendules à l'heure et partir sur des bonnes bases avec ceux qui veulent automatiser leurs opérations grâce à l'IA. Jonathan, explique-nous pourquoi c'est différent. Renaud, super content de faire ce podcast-là avec toi parce qu'effectivement, il faut mettre les pendules à l'heure, définir les attentes et définir l'implication parce que beaucoup trop de gens présentement s'aventurent là-dedans et ne voient pas c'est quoi la différence. Première des choses, quand on décide d'automatiser quelque chose qui inclut de l'IA, il faut se dire que 90% du projet qu'il va y avoir, c'est du développement logiciel traditionnel. Il va y avoir un petit 10% qui va faire appel au cerveau numérique en arrière de ça, donc la fameuse intelligence artificielle. Je commence par démocratiser c'est quoi la différence entre quand on fait les lignes de code et on fait appel aux lignes de code et quand on fait appel à ce fameux cerveau numérique-là, le petit 10% qui reste autour. Les lignes de code pures et dures en mode traditionnel, on appelle ça quelque chose qui est déterministe. Donc, le résultat est prévisible et est fixe. Donc, quand vous allez dans un logiciel, vous pèsez sur un bouton, ça change rouge la couleur du fond d'écran. À chaque fois que vous allez retourner sur ce bouton-là, normalement, ça devrait être rouge si le programmeur a bien fait son On l'espère. travail. Exactement. Donc, s'il n'y a pas de bug en arrière, on clique sur le bouton, le résultat est déterminé, c'est fixe, c'est prévisible, il n'y a pas de problème. Donc, le développement de lignes de code traditionnelles, donc 90% du projet, c'est un résultat déterministe et c'est, comme à l'habitude, il n'y a rien qui change versus un développement numérique standard. Un développement d'automatisation numérique standard. Maintenant, le petit 10%, et là, je fais des chiffres très ronds, là, ça peut être plus que ça au moins, là, mais on va aller pour 10% dans le cas présent. Quand on fait appel à un cerveau numérique, donc à une intelligence artificielle, ça peut être un LLM, un Large Language Model. Donc ça, ce n'est pas déterministe, mais c'est probabiliste. Donc l'IA fonctionne avec des probabilités. Donc il va essayer de deviner quelles sont les meilleures probabilités statistiques, par exemple pour écrire un texte et prédire quel devrait être le prochain mot dans la phrase à ce moment-là. Et ça, c'est fait grâce à un réseau de neurones numérique qui est un peu similaire à un réseau de neurones de cerveau humain. Et ce que ça fait, c'est que le résultat est incertain. C'est basé sur des probabilités et il y a un petit facteur également aléatoire derrière tout ça. Quand je vous parle et vous m'écoutez présentement, votre réseau de neurones fonctionne d'une certaine manière. Si vous réécoutez exactement le même message, c'est peut-être pas tous les mêmes neurones ou plutôt l'information dans votre cerveau ne prendra pas toujours exactement le même chemin de réseau de neurones. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle, donc c'est probabiliste et non déterministe. Ça, c'est le côté théorique. Maintenant, je vous explique en quoi ça devient différent et au niveau des attentes que vous devez avoir et comment qu'on conduit un bon projet qui intègre l'intelligence artificielle. Et avant d'attaquer ça, je mentionne un point important. Faut éviter de tomber dans le piège de faire de l'IA pour faire de l'IA. Il y a beaucoup de cas, il y a des gens qui viennent nous voir, disent hey, je veux régler tel problème par l'intelligence artificielle. Et ce qu'on leur dit, c'est non, non, tu as juste besoin des lignes de code traditionnelles. Ça va régler le problème, ça va être prévisible, le résultat va être fixe. Si tu veux dire qu'il y a de l'IA dedans, tu pourras le dire à qui tu veux, mais en réalité, tu n'as pas besoin d'un cerveau numérique pour régler ça. Puis en utilisant un cerveau numérique, ça amène quand même une variabilité au résultat final. C'est difficile d'avoir toujours un 100% de résultat prévisible à la fin, vu que c'est effectivement probabiliste. Donc, il faut faire attention. Souvent, on pense que l'IA est la solution. Très souvent, des lignes de code traditionnelles vont faire la job et même un meilleur résultat que si on faisait appel à un cerveau numérique. Un exemple concret qui est logique de faire appel à un cerveau numérique, et vous allez voir un peu la limitation du déterministe.
Déterministe égale, il faut prévoir tous les cas possibles qui peuvent arriver. S'il y a telle erreur, s'il y a tel problème, s'il y a tel cas qui arrive, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, exemple, la conduite automobile autonome. Ça fait des années que Tesla essaie de régler le problème de la conduite automobile autonome d'une manière déterministe avec des lignes de code traditionnelles. Et le problème qui arrive, c'est qu'il doit prévoir tellement de cas possibles qu'à un moment donné, les lignes de code viennent se contredire une sur l'autre. Donc, par exemple, s'il fait noir et il y a un objet qui sort devant l'auto, mais théoriquement, l'auto devrait réagir différemment que si c'est simplement une feuille de papier qui vole au vent que versus un humain, qui est là, un jeune humain. Et là, les lignes de code peuvent interpréter un ou l'autre et venir être en conflit entre j'arrête ou j'accélère. Donc, il y a une limitation avec le code traditionnel, le côté déterministe, c'est que quand il y a beaucoup de cas à prévoir, c'est super long de programmer toutes les lignes de code et souvent, on va rentrer en conflit une instruction sur l'autre. Et c'est là que le côté probabiliste de l'intelligence artificielle va venir aider. Ce que Tesla a fait, ils ont retiré des centaines de milliers de lignes de code dans le logiciel de conduite autonome de Tesla. Ils sont venus insérer un appel à un cerveau numérique et là, à ce moment-là, on fonctionne plus en mode probabiliste qui aide à la fiabilité, mais encore là, il n'est pas toujours 100% fiable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne conduit pas tous encore un véhicule qui est 100% autonome. Donc, voilà un petit peu la différence entre du traditionnel des lignes de code, c'est déterministe, et l'IA, c'est probabiliste. Et ça fait une grosse différence dans les attentes qu'on doit avoir. Ça fait une grosse différence comment on aborde un projet qui intègre l'intelligence artificielle et surtout comment on doit se comporter en tant que client. C'est quoi la posture qu'on doit avoir dans un développement qui intègre de l'intelligence artificielle? Alors, si on embarque dans une aventure d'IA et de développement avec l'IA, à quoi on doit s'attendre? Et la première des choses, comme je disais, quand c'est du code traditionnel, le résultat est défini. C'est noir ou blanc, il n'y a pas de zone de gris s'il n'y a pas de bug. On peut garantir un résultat. Puis, dans la majorité des cas, on est certain au début du développement logiciel qu'on va y arriver au final. Donc, quand un client vient nous voir et nous dit « je veux automatiser un processus X », qu'on ne fait pas appel à l'IA, on est capable d'évaluer le temps, on sait que ça va fonctionner, on y va, on livre, ça fonctionne. Merci, bonsoir, le client est content, vient nous revoir pour autre chose par la suite. Le gros problème avec l'intelligence artificielle, c'est que sous la forme actuelle, avec l'IA générative qui est rendue très puissante, qui est souvent la base de l'utilisation, la base de la technologie de l'IA utilisée pour automatiser des processus en entreprise, eh bien, les probabilités que ça fonctionne selon la maturité de ces cerveaux numériques-là, elle est variable et on peut essayer de les estimer selon ce qu'on a vu, mais ça va être beaucoup impacté par la qualité des données et la quantité des données qu'on a. Donc, quand les gens viennent nous voir et nous disent Jonathan, ça va-tu fonctionner avec l'intelligence artificielle? Ma réponse est souvent c'est probable. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un prototype puis voir le résultat pour juger si ça fait du sens après ça, selon le niveau de fiabilité que vous voulez ou selon le résultat que vous voulez. Donc, la réponse est très souvent c'est probable, mais il faut l'essayer parce qu'on n'a pas une bonne idée exactement c'est quoi la qualité de vos données, c'est quoi la quantité de données que vous avez. Puis si on prend le problème que vous voulez régler puis qu'on l'envoie à une intelligence artificielle, comment il va réagir? On peut émettre des prédictions, mais on s'en sera jamais certain. Versus des lignes de code traditionnelles, on en est certain. Avec l'IA, on est encore dans des probabilités. Donc, et on est souvent confronté à ça. Les gens viennent nous voir et disent Jonathan, est-ce que ça va fonctionner? La réalité, c'est que ça fait partie d'un processus de développement quand on intègre de l'intelligence artificielle, de faire un prototype pour venir dérisquer et venir voir si ça fonctionne bien, si ça répond bien au final. Il faut l'essayer. Je vais faire un parallèle un peu comme si vous aviez engagé un stagiaire. Théoriquement, il devrait être capable de faire certaines tâches. Maintenant, il faut l'essayer pour voir s'il va être bon ou pas. C'est la même chose. Donc la première chose là-dedans à prendre en compte et à retenir, c'est le facteur qu'il faut tester pour valider comment l'intelligence va réagir selon vos données, selon la qualité, la quantité de données, selon la tâche que vous lui donnez. Donc, ça, on appelle ça une phase de prototype, une phase de prototypage qui permet de dérisquer rapidement l'opération. On va probablement en avoir jusqu'à, je dirais, au moins 3 à 5 ans encore devant nous pour qu'on aille, en tant que société, tester tellement de cas que notre niveau de certitude que ça va fonctionner va être beaucoup plus élevé à ce moment-là. Donc, on est vraiment dans une phase un peu comme quand Internet est arrivé. Il
Il y a plein de choses qu'on sait qu'on pourrait faire, mais il faut le tester. On en est carrément là aujourd'hui, donc dans une phase de découverte, et c'est ça qui est clé comme mot. Quand on intègre l'intelligence artificielle dans des lignes de code traditionnelles ou dans un projet d'automatisation numérique, il y a un aspect phase de test, de prototypage et de découverte à ce moment-là qu'il faut faire, qui est différent d'un client à l'autre par rapport, entre autres, à ses données et ce qu'il veut accomplir. Donc, je fais un parallèle. C'est comme si on avait devant nous tous les morceaux de Lego sur la table pour faire un beau château. Mais tant qu'on ne commence pas à les assembler, on ne peut pas dire si le château va être beau ou ne sera pas beau au final, est-ce qu'il va manquer des pièces ou pas manquer des pièces. Par contre, et c'est là quand je vous parle de posture, le bout suivant est super important. La beauté de la chose dans ce genre de cas-là, c'est que si on arrive et que l'IA ne répond pas bien à ce qu'on veut au final, on n'a pas perdu notre temps. Et là, c'est surprenant parce que normalement, dans un développement traditionnel, si ça ne fonctionne pas, on a perdu tout notre temps et on met ça un petit peu, malheureusement, à la poubelle. Les différentes étapes d'intégrer de l'IA, entre autres, c'est de mapper les processus pour voir clair, les mettre au propre et s'assurer qu'ils sont fonctionnels, commencer à récolter la donnée, la structurer, la mettre belle, s'assurer qu'on l'a en quantité. Et quand on prend tout ça et qu'on l'envoie la demande à un cerveau numérique d'accomplir une tâche, s'il ne répond pas bien au final, bien, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit il faut améliorer la donnée, la quantité, donc on va aller travailler pour améliorer la quantité de données puis la mettre plus belle. Ou sinon, si le cerveau n'est pas assez mature, le cerveau numérique qu'on utilise, on va prendre le projet, on va le mettre sur pause sur la tablette et on va attendre quelques jours, quelques mois, quelques semaines que les cerveaux numériques prennent la maturité et l'efficacité. Et on va pouvoir simplement reprendre le projet, refaire un test avec le nouveau cerveau numérique. Il y a de fortes chances qu'à terme, que ça fonctionne. Donc, on n'a pas perdu tout le temps et le travail qu'on a fait avant. C'est juste qu'on ne s'est pas rendu tout de suite à la ligne d'arrivée. Mais au moins, on a déjà fait un bon bout de chemin. Fait que dites-vous, c'est comme si vous étiez en train de courir un sprint. Vous êtes sur le bord de la ligne d'arrivée, ça n'a pas fonctionné, mais là, vous êtes figé dans le temps. Dans 3 mois, vous faites partir exactement ce que vous êtes et vous rendre directement à gagner votre sprint que vous voulez faire. Donc, ce n'est pas du temps qui est perdu de tout de suite commencer à structurer les projets, mapper les processus et le tester. C'est bon. Alors, pour ceux qui suivent, il y a l'analogie du château, il y a l'analogie de courir un sprint, il y a aussi l'auto. On a plusieurs choses à suivre, on a plein d'images, mais ce qui est important à garder en tête, c'est qu'on travaille avec une technologie émergente, même si elle émerge très, très vite, et il faut adopter une posture d'innovation et d'innovateur. Donc, être prêt à se péter la tête dans un mur une fois de temps en temps, puis d'accepter l'essai-erreur comme faisant partie du process, ce qui est vraiment différent d'un processus traditionnel où on sait que si A, donc B arrive tout le temps. C'est vraiment intéressant. Puis, il faut accepter ça parce que le outcome peut être autant plus favorable et lucratif en bout de ligne. Et c'est là que dans la posture, il faut se dire, ce ne sera pas 100% des projets d'intelligence artificielle qui vont fonctionner tout de suite correctement. Par contre, s'il y en a quelques-uns là-dedans qui fonctionnent, le gain net va être supérieur à l'ensemble des autres projets qui vont avoir été mis sur pause ou qui n'auront pas fonctionné tout de suite. Tout à Donc, fait. c'est là Ici, la on a posture. tout de suite essayé plusieurs avenues qui n'ont pas fonctionné. La minute que cette fonction-là sort, ben, on va avoir une longueur d'avance sur tous ceux qui n'ont pas passé ce processus-là. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dessus. Et un autre bout qui est important dans la posture, la réflexion, ce n'est pas d'intégrer l'intelligence artificielle dans vos opérations qui va vous donner un avantage stratégique sur la compétition. Puis je m'explique là-dedans, c'est plutôt la différence entre où vous en êtes à intégrer l'IA versus la moyenne de la compétition. Parce que l'IA, c'est pareil comme technologie que l'électricité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire hey, moi j'ai un avantage compétitif sur ma compétition parce que j'ai de l'électricité dans mon organisation. Dites-vous, dans quelques années, c'est pas si loin que ça, là, tout le monde va avoir l'IA dans son organisation. Là. Ça va être une norme et un standard. Vous ne pourrez pas être compétitif au marché sans avoir intégré l'IA. Ça va être une base, ça va être une norme. La même chose que l'électricité aujourd'hui, on a dans toute notre organisation. La même chose avec l'Internet. Donc, le gain n'est pas de l'intégrer. C'est de monétiser l'écart entre vous et la compétition. Donc, si vous adoptez une posture d'être sûr à 100% que tous les projets d'IA que vous voulez faire fonctionnent, vous allez vous rendre à la ligne d'arrivée vraiment
vraiment pas le premier. Vous allez être probablement complètement en arrière du groupe et vous n'aurez pas ce fameux avantage-là que vous pourriez potentiellement monétiser qui est disponible devant nous. Excellent point. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dirais qui sont différentes dans cette parce qu'on revient qu'on parle de projets de développement traditionnels versus avec de l'IA. Quoi d'autre tu dirais qui est différent pour vraiment préparer les gens à amorcer un projet de ce type-là? L'autre composant, je pense, qui est important, c'est le concept du niveau de fiabilité. Donc, dans du traditionnel, si on clique sur un bouton, on en a parlé, ben, on est capable de faire quelque chose d'extrêmement précis, répétitif, toujours la même chose. L'IA imite pas mal le principe du cerveau humain, donc peut de temps à autre prendre un chemin différent dans son réseau de neurones, comme on a dit un petit peu plus tôt. Donc, les résultats peuvent être différents, même si on a certains paramètres qu'on peut jouer là, qui sont un peu plus techniques pour limiter ce niveau-là d'aléatoire dans les réponses. Mais en même temps, c'est ce niveau de réseau de neurones-là qui permet d'accomplir des tâches que on n'a pas enseigné à l'IA de faire. On peut juste lui donner une mission et lui-même va se faire un plan de match puis il va y arriver. On n'a pas besoin de donner tous les cas de tourne à gauche, tourne à droite, fais telle chose. Donc, il y a un aspect qui est super important, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entreprise, en tant que gens qui veulent améliorer leur opération ou automatiser des choses dans leur quotidien, c'est de mettre sur papier le niveau de fiabilité minimal qu'on veut avoir. Par exemple, pour un ordonnancement de production pour un manufacturier, on pourrait se dire que l'humain est probablement bon à 80-90% à optimiser l'ordonnancement de production. Mais là, on va chercher un niveau potentiellement similaire, minimum de ça, ou peut-être même un petit peu plus pour envoyer, pour réussir à amener dans les mains des gens dans l'entreprise cette fameuse intelligence artificielle-là. Alors qu'à l'inverse, si on prend par exemple un cas extrême, un filtre de spam, si on vise 99% de taux de fiabilité, eh bien, on a un méchant problème. Ça veut dire qu'un courriel sur 100 ne se ramasse pas à bonne place. Un courriel sur 100 se ramasse soit dans le spam ou pas dans le spam. Il devrait être à l'inverse. Donc, dans ce genre de cas-là, un niveau de fiabilité de 70-80%, ça ne fonctionne pas. 90%, ça ne fonctionne pas. Il faut 99,999. Et à l'inverse, si on voudrait prédire ce qui se passe en bourse et faire des placements grâce à une intelligence artificielle, il y a d'ailleurs un très beau cas réel qui est en cours à l'heure qu'on enregistre ce podcast-là de la compagnie NoF1, NoF1. Je vous invite à aller voir ça. Alpha Arena, c'est un combat d'intelligence artificielle en temps réel qui est en train de faire des mises à la bourse, pas à la bourse, mais en crypto-monnaie. Donc, dans ce genre de cas-là, on a seulement besoin de 51% de fiabilité. Il faut avoir raison 51% du temps. Donc, un peu plus que 50%. Et à partir de là, on peut dire, ça fait du sens. L'IA va nous permettre d'accomplir notre mission qui serait dans ce cas-là, de gagner un peu d'argent sur le marché, par exemple, de la bourse ou de la crypto-monnaie. Donc voilà un peu le concept au niveau du niveau de fiabilité minimal qu'il faut réfléchir et mettre sur la table. Mm-hmm. Donc, super important d'avoir un baseline actuel de ce qui se passe, puis d'avoir le baseline souhaité. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est un peu plus bas? Puis de se questionner sur c'est quoi ça pour ensuite pouvoir benchmarker le projet puis dire, OK, c'est un succès ou c'est pas un succès selon ces baselines-là. Parce que si on le fait pas d'avance, on est un peu pris à savoir, me semble que ça fonctionne bien. Exactement. Puis on va ramener ça à l'humain. C'est comme si vous avez pris un stagiaire super brillant, vous l'amenez dans votre entreprise. Et là, c'est pas vrai qu'à 100% du temps, il va être wow dans ce que vous lui déléguez comme tâche. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut être réaliste dans les attentes que l'IA de ce qu'elle peut faire. Et si elle ne réagit pas bien, c'est souvent parce qu'on ne l'a pas assez bien instruite ou élevée, enseignée à travers le temps ou donné les bonnes données au final carrément. Donc, le dernier concept, je pense, qui est important d'avoir en tête et d'avoir une certaine posture par rapport à ça, ça part du niveau de fiabilité. C'est les boucles d'amélioration qu'on doit faire avec l'intelligence artificielle pour élever son niveau de fiabilité à travers le temps pour qu'elle devienne de plus en plus pertinente dans son résultat qu'elle va nous donner. Donc, ça, c'est très différent d'un développement logiciel standard qui était déterministe. Son programme, c'est fait, c'est réglé. Tandis que l'IA, on arrive à un certain niveau de fiabilité et là, il y a de l'accompagnement qu'il faut faire avec le client et le client doit s'impliquer dans les boucles de rétroaction pour améliorer les instructions qu'on donne à l'IA, pour améliorer la donnée, pour s'assurer que le résultat soit toujours meilleur et avance dans une direction positive au final. Et ça prend
du temps humain, ça prend une posture positive par rapport à l'humain, ça prend du temps de programmation supplémentaire pour créer les interfaces et les maintenir qui va permettre à l'humain de faire ces bouts de rétroaction-là. Pour donner un cas concret, si vous voulez extraire vos factures fournisseurs automatiquement par l'intelligence artificielle et envoyer ça dans votre système comptable et automatiquement prédire dans quel code de GL, de grand livre ça devrait aller, bien, de temps à autre, au début, il va être correct, mais il faut que l'humain dise oui, c'est bon, tu as vraiment extrait la bonne donnée ou non, c'est pas un 8, ce chiffre-là, c'est un 3 ou l'inverse. Et non, dans notre cas, nous, ça va pas dans le GL des frais administratifs, telle facture, ça va dans le GL au niveau des frais de vente, par exemple. Donc, il y a ces boucles de rétroaction-là qu'il faut faire, qu'il faut s'impliquer en tant qu'humain. Il faut qu'il y ait du human in the loop, qu'on appelle donc l'humain dans la loupe au final. Et ça va prendre du temps. Et il faut être conscient de ça. Et il faut être conscient aussi que parfois, l'humain va être mal intentionné. Non, jamais. 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 Donc, on a vu des cas réels où l'humain a saboté l'apprentissage de l'intelligence artificielle pour faire mal paraître l'intelligence artificielle, pour dire hey, ça ne marche pas cette chose-là, parce que l'humain avait peur de ne plus avoir son travail après que l'IA ait atteint un certain niveau de fiabilité. Donc ça, c'est une autre chose, fait que c'est différent dans la posture de comment on va manœuvrer ce genre de projet-là, autant nous, notre côté, que chez le client. Donc, on doit l'éduquer là-dessus. Il faut faire attention, entre autres, à ce genre de cas-là où l'humain peut être mal intentionné. Donc, ça veut dire que nous, il faut programmer des lignes de code de plus pour surveiller si l'humain a mal été intentionné. Si jamais on se rend compte que le niveau de fiabilité diminue au final. Donc, c'est du temps de plus. Il faut l'évaluer, il faut le faire, il faut le créer, cette interface-là de plus pour surveiller l'humain à ce moment-là. Donc, il y a cet aspect-là d'amélioration en continu qu'il faut prendre en compte, un peu comme si encore là, on avait pris un stagiaire, s'il fait pas bien, s'il fait pas la job exactement comme ce qu'on voudrait, on va s'asseoir avec lui, on va prendre du temps pour l'élever, pour le mettre mieux en contexte, lui donner des meilleures données pour qu'il performe mieux. Donc, cet élément-là, ce concept-là, c'est quelque chose qu'il n'y a pas normalement dans un développement traditionnel, qui a juste des lignes de code traditionnelles. Donc, voilà un petit peu un autre aspect qui est différent quand on commence à intégrer l'intelligence artificielle. Et ça, il faut en être conscient. Il faut intégrer ces différents concepts-là dans notre posture d'entreprise qui intègre de l'intelligence artificielle. Il faut connaître ces différents concepts-là. Sinon, on va se rebuter à un paquet de problèmes, un paquet de murs qui va faire potentiellement échouer les projets. Intéressant. Et ce que j'entends derrière le sous-texte de tout ça, c'est qu'il faut être bien accompagné dans ces projets de développement-là pour savoir quelle posture prendre et savoir qu'il faut prendre une posture. Alors, pour ceux qui veulent poursuivre, notre adresse est toujours la même, podcast@openmindt.com. Merci beaucoup, Jonathan, pour tout ça. Beaucoup de notes à prendre pour tout le monde. Réécoutez-le plusieurs fois. Je pense que vous en avez pour votre argent dans celle-là. Bonne journée. Toujours un plaisir, Renaud. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.